Le 4 avril 1968, des centaines de milliers de moscovites sont dans la rue pour accompagner les cendres de Youri Gagarine jusqu'au Kremlin. Youri Alexeïevitch Gagarine, cosmonaute numéro 1. Le premier homme à s'être arraché à l'attraction terrestre 7 ans plus tôt. Gagarine est mort et toute la Russie s'est arrêtée de respirer. Les soviétiques pleurent ce jour-là plus que le héros disparu. Avec Gagarine, c'est le rêve russe de l'hégémonie spatiale qu'ils enterrent. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. « 12 avril 1961. Youri Gagarine, un jeune pilote de chasse soviétique de 27 ans, vient d'être propulsé dans l'espace pour effectuer un tour de la planète avant de retomber sain et sauf en Russie. Pour la première fois, un être humain peut d'un seul regard embrasser la planète entière. Plus rien, désormais, ne sera jamais comme avant. L'univers s'ouvre à l'humanité. Et au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique vient de prendre une avance décisive sur l'Amérique dans la course à l'espace. Youri Gagarine, quant à lui, en a fini avec les voyages spatiaux. Plus jamais il ne repartira. Son odyssée dans l'espace n'aura duré qu'1 heure et 48 minutes. Désormais, icône au pays des icônes, il incarne aux yeux du monde cet homme nouveau soviétique, enfanté par la science socialiste et le matérialisme historique, symbole vivant du communisme triomphant. Il est le premier, comme le chantent les enfants dans toutes les écoles de Russie. 7 ans après son voyage orbital, c'est au cours d'un vol de routine à bord d'un avion de chasse que disparaît le premier cosmonaute. Ce 28 mars 1968, le ciel est gris sur la base aérienne de Tchkalov, à 1 heure de Moscou. Gagarine doit accomplir un vol de contrôle accompagné par un instructeur de l'armée rouge. Sur le plan de vol, quelques exercices simples sont programmés, des virages, des courbes, un piqué. 21 minutes de vol avant de retourner à la base. À 10h19, Youri Gagarine prend l'air. Il annonce sur sa radio de bord qu'il se dirige vers la zone réservée aux exercices aériens. Sur l'écran de son radar, le contrôleur aérien de Tchkalov suit le trajet de l'appareil. В это время
Ce jour-là, je dirigeais des exercices de saut en parachute avec un groupe de cosmonautes sur un aérodrome proche de la zone. Le temps s'est soudainement dégradé. Il a commencé à faire mauvais, il s'est mis à pleuvoir et à neiger en même temps. J'ai donné l'ordre d'arrêter l'exercice et je suis resté un moment avec mes camarades, à côté de la tour de contrôle. Nous attendions l'ordre de rentrer. Et c'est à ce moment-là que nous avons entendu 2 détonations très puissantes. La première était évidemment une explosion. Quant à la seconde, ça aurait pu aussi bien être une explosion qu'un avion qui avait passé le mur du son. Ce qu'Alexei Leonov ignore alors, c'est que Gagarine, après seulement 11 minutes de vol, a repris contact avec la tour de Tchkalov et a demandé l'autorisation de rentrer à la base. À 10h30, le contrôleur aérien lui a donné le feu vert. Il a entendu Gagarine lui répondre « Bien compris, j'exécute », puis plus rien. Et 55 secondes plus tard, à 10h31, l'avion a disparu des écrans radars. Le code d'appel de Gagarine était 725, le mien 625. Sur la radio de bord, le contrôleur aérien appelait sans arrêt le 725. À force, j'ai cru que c'était moi qui l'appelais et je lui ai redemandé « C'est pour moi ou pas ?» Il a répondu « Non, ce n'est pas pour vous ». Arrivé à la base, le directeur technique de notre détachement s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il y avait déjà 45 minutes que l'avion de Gagarine n'avait plus de combustible et qu'il n'était toujours pas rentré. Alors j'ai eu cette pensée affreuse que l'explosion que j'avais entendue était celle de l'avion de Youri Gagarine. On n'osait pas se le dire, mais j'avais entendu. Nous avions tous entendu ces explosions. Un hélicoptère a été envoyé et au bout d'un quart d'heure, il a signalé une colonne de fumée noire et de la vapeur. Voilà comment s'est terminé le chemin glorieux de cet homme extraordinaire, Youri Gagarine. Pourquoi ce jour-là, ce vol qui ne doit être qu'une promenade d'une vingtaine de minutes, à bord d'un appareil éprouvé, dans des conditions météorologiques normales, tourne-t-il à la catastrophe? Malgré des mois d'enquête et un rapport en 29 volumes, la commission chargée par le Kremlin de déterminer les causes de la mort du cosmonaute numéro 1 ne rendra jamais de conclusion définitive. La mort de Gagarine reste officiellement une fatalité malheureuse, une énigme. Youri Gagarine a 34 ans lorsque son avion, un MiG-15 utilisé comme appareil d'instruction par l'armée rouge, s'écrase. Un paradoxe, ce jour-là, le premier cosmonaute de l'histoire achève sa formation de pilote de chasse, interrompue 8 ans plus tôt lorsqu'il intègre le programme spatial soviétique. À sa mort, Youri Gagarine ne totalise en tout et pour tout que 340 heures et 15 minutes de vol depuis son baptême de l'air à l'aéroclub de Saratov en 1957. Saratov, sur la Volga. C'est là que les officiers recruteurs de l'armée rouge repèrent le jeune Youri en 1955. Un aéroclub ouvert à tous les jeunes gens, géré par le Komsomol, l'organisation des jeunesses communistes. Un vivier de pilotes de guerre, en fait, formé sur de vieux Yak-18 de l'armée par des vétérans de la chasse soviétique. Gagarine s'est inscrit à l'aéroclub dès son arrivée en ville, 1 an plus tôt, pour passer un diplôme d'ouvrier fondeur. Comme tous les jeunes Russes de l'époque, il a été bercé par le récit des combats héroïques des As de l'armée rouge durant la Grande Guerre de Libération. Des combats auxquels, enfant, il a assisté dans le ciel de Klouchino, son village natal à 200 km à l'ouest de Moscou. Klouchino a été occupé le 12 octobre 1943 et cette histoire a eu lieu un peu avant que les fascistes n'envahissent le village.
Il y a eu un combat aérien au-dessus du village et les avions fascistes ont abattu un des nôtres. Le pilote a réussi à se poser pas loin de Klouchino. Un deuxième avion est venu à son secours et atterrit à côté du premier. Et bien sûr, tous les gamins, y compris Yuri et son frère Valentin, tout le monde s'est précipité vers cet endroit et vers ces aviateurs. Chacun avait apporté quelque chose à manger et à boire pour les pilotes. Tout ce que les gamins avaient trouvé chez eux, du pain, du lard, du lait. Pour les gosses, ces aviateurs étaient de vrais héros. Cette histoire est restée ancrée dans l'âme d'enfant de Yuri. Cette solidarité entre les deux pilotes, entre un soldat et un autre, venu à son secours. C'est une histoire qui a marqué Yuri et qu'il a souvent racontée tout au long de sa vie. Il aimait beaucoup la physique. Son professeur en 6e s'appelait Lev Mikhaïlitch et il avait été pilote de guerre. Il passait beaucoup de temps avec les élèves et leur faisait faire, des maquettes d'avions. Et il parlait beaucoup d'aviation. Et donc déjà, Yuri voulait être pilote. Et un jour, à l'école primaire, Yuri a fait un avion en papier et il l'a lancé dans la classe. Comme la fenêtre était ouverte, cet avion s'est envolé, est sorti et il a atterri sur la tête ou sur les épaules d'un passant. Celui-ci, indigné, s'est mis à hurler parce qu'on permettait aux enfants de lancer des avions par la fenêtre. L'institutrice et Yuri ont alors dû sortir pour demander pardon. Vous voyez, dès l'école primaire, il rêvait déjà d'être pilote. Mais en ces années d'après-guerre, le jeune Yuri, Yurachka comme l'appellent affectueusement les siens, n'a que peu de temps à consacrer à ses rêves aériens. Après l'école, il aide au kolkhoz comme la plupart des enfants de Klouchino. L'occupation allemande a été brutale, le pays est ravagé et en cette fin de règne de Staline, la Russie connaît plusieurs famines. Le soir, la famille se retrouve dans l'isba. On se réchauffe autour du poêle à bois en écoutant les adultes réciter du Pouchkine ou raconter encore et encore leurs faits d'armes pendant la guerre ou la Révolution. Une vie rustique, hors du temps, probablement aussi rude que celle qu'ont connue les ancêtres moujiks du petit Yuri, bien avant la Révolution. Mais chez les Gagarines, on est patriote et communiste convaincu. On sait faire contre mauvaise fortune bon cœur. D'ailleurs, même au fait de sa gloire, Gagarine ne manquera jamais une occasion de revenir au kolkhoz du travailleur de choc à Klouchino. Il tenait beaucoup à Klouchino. Il s'y rendait souvent. Et comment aurait-il pu en être autrement? C'était sa petite patrie. Il avait vécu là jusqu'en 1945, et les années les plus difficiles de son enfance. Je veux dire, la période de l'occupation nazie. Il les avait vécues ici, à cet endroit. Bien évidemment, il tenait beaucoup à ce village et aux gens de là-bas. Pour moi, Gagarine a été, comment dirais-je, il a été un très bon ami, parce que nos biographies ont des points communs. Nous sommes nés dans des familles ordinaires. Lui dans une famille de paysans et moi d'ouvriers. Tous les deux, nous avons connu l'occupation nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. J'ai passé 900 jours sous l'occupation. Gagarine l'a fait aussi. Nous avions le même âge. Notre enfance est tombée en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Et avec toutes les difficultés que créait cette situation durant son enfance, au niveau scolaire, ce n'était pas simple. Il est arrivé au collège avec des années de retard. Puis il a intégré le lycée professionnel d'artisanat de Loubertsi, près de Moscou. Il s'est spécialisé comme fondeur, c'est-à-dire ouvrier très qualifié.
Et dans ce milieu, dans ces conditions, ce n'était déjà pas si facile. À 17 ans, Gagarine intègre l'école des ouvriers métallurgistes de Saratov. Les métallos, aristocrates de l'industrie russe, héros de la reconstruction, sont au cœur de la mythologie de l'homme nouveau soviétique. Choisir la métallurgie, c'est presque déjà s'engager dans l'armée. Fin 1955, il obtient à la fois son diplôme de fondeur et son brevet de pilote amateur. On lui propose simultanément d'intégrer une école d'ingénieur ou de devenir élève pilote de chasse. Il choisit les ailes et l'uniforme. Son destin est scellé, Youri Gagarin sera un homme volant au service de la patrie soviétique. En 1955, la conquête spatiale est déjà la grande affaire du moment. L'apparition d'avions à turboréacteurs à la fin de la guerre a ouvert une voie nouvelle à l'aviation, et au-delà, c'est l'espace qui ouvre désormais ses portes. Les Américains l'ont bien compris, qui ont discrètement récupéré Wernher von Braun, le concepteur des mortelles fusées V1 et V2 de l'Allemagne nazie. L'espace, qui n'est encore qu'un rêve, est déjà un enjeu militaire. La Russie soviétique a besoin d'un champion, d'un ingénieur à la hauteur de von Braun, pour ne pas se laisser distancer. Cet homme providentiel, ce sera Sergei Pavlovitch Korolev. Chez lui se combinait parfaitement, je dirais même de manière extraordinaire, la sagesse et l'intelligence. Ce genre de personne ne naît qu'une seule fois par siècle. Et pour l'instant, au XXIe siècle, on n'a encore vu personne comme Korolev. Korolev est un de ces pionniers obsessionnels de l'aviation qui, dès la fin des années 20, ont doté l'URSS d'une puissante industrie aéronautique. Dès les années 30, il imagine des planeurs fusées susceptibles d'emmener des hommes dans l'espace jusqu'à la Lune. Mais en 1938, soupçonné de sympathie trotskiste, il est arrêté et déporté en Sibérie. Il ne doit sa survie qu'à la guerre. En 1942, Staline décide que l'effort de guerre russe ne peut pas se passer d'un cerveau tel que celui de Korolev. Il finit la guerre avec le grade de colonel, travaillant au développement de nouveaux systèmes d'armes dans un bureau situé dans une prison militaire. Réhabilité après la mort de Staline, il demeurera pourtant jusqu'à sa mort interdit d'apparition publique. Dès le début des années 50, il travaille en secret à la mise au point d'un lanceur spatial, la fusée Semyorka, la même qui bientôt emmènera Gagarine dans l'espace. En 1957, il offre à l'URSS sa première victoire dans la lutte pour l'hégémonie spatiale, avec le lancement réussi de Sputnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. Sputnik, littéralement le compagnon, dont les deux premières lettres sont aussi les initiales de Korolev, SP pour Sergei Pavlovitch. Jamais pourtant son nom n'apparaîtra dans les communiqués du Kremlin. Comme disent les Français, c'est la vie. À l'époque, tout était tenu secret, et il n'y avait qu'un cercle très restreint qui connaissait Korolev. Quelques scientifiques et ceux qui travaillaient directement avec lui. En même temps, les Américains n'ont pas affiché la présence de Wernher von Braun non plus. Au contraire, ils ont même voulu cacher le fait que cet Allemand était chez eux. C'était le temps de la guerre froide, vous comprenez? À l'époque, chacun cherchait à prendre le dessus sur l'autre. C'était autant une course aux armements qu'à l'exploration de l'espace entre les deux pays. C'est pour ça que tout était gardé secret. Après Sputnik, l'enjeu est le vol spatial habité. Korolev a désormais l'oreille de Khrouchtchev. Il réussit à le convaincre que l'avance acquise par l'URSS doit être conservée à tout prix. Or, les Américains se préparent à envoyer un homme dans l'espace. Peut-on les laisser reprendre l'avantage? Khrouchtchev se range à l'argument de son ingénieur en chef. Il ordonne que soit créé un corps d'explorateurs soviétiques du cosmos, les cosmonautes. Les recommandations du constructeur principal, Sergei Pavlovitch Korolev, étaient de choisir le premier cosmonaute parmi les pilotes de chasse. En 1959, on a sélectionné pendant 6 mois les futurs candidats dans différents régiments, dans différentes divisions. Et le 4 octobre,
Les candidats ainsi présélectionnés ont été convoqués. Ils sont 200 à être convoqués dans un hôpital militaire de Moscou pour y subir les derniers tests parmi des milliers de volontaires. Pas un ne mesure plus d'1,70 m, pas un ne pèse plus de 70 kg. Tous sont en excellente condition physique et tous ont un parcours politiquement irréprochable, de bons soviétiques, patriotes et membres du Parti communiste. Parmi eux, le sous-lieutenant Yuri Alexeyevitch Gagarin, 1,59 m pour 57 kg, qui s'ennuie ferme sur la base de Mourmansk, en attendant de pouvoir effectuer les heures de vol qui lui donneront enfin la qualification de pilote de chasse. De tous les futurs cosmonautes rassemblés pour cette visite médicale, et même parmi tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, j'ai été le premier à rencontrer Gagarine. C'était le 7 octobre 1959. Qu'est-ce que je peux en dire? Il est arrivé, il avait l'air d'un pilote normal, correct et très sympathique. On voyait tout de suite que c'était quelqu'un de sociable, parce qu'un autre serait simplement entré, tandis que Gagarine s'est présenté tout de suite. On a fait connaissance, et il m'a laissé une bonne impression, celle d'un vrai pilote de l'armée de l'air soviétique. À l'époque, tout ça était secret. Et donc, quand on se promenait dans l'hôpital et qu'on voyait un jeune homme en parfaite santé, on se demandait « qu'est-ce qu'il peut bien faire ici ?» Il doit y être pour la même raison que moi, examen médical. Nous disions ça comme ça, pour la même raison. On s'approchait discrètement les uns des autres et on demandait « pour la même raison ?» Il répondait « oui ». Très bien compris. Ça voulait dire c'est un collègue, un ami. Il était torse nu. Son pyjama était suspendu sur le dossier de la chaise. Il lisait quelque chose. Il a levé la tête et il m'a regardé. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'était ses yeux bleus. Incroyablement bleus. On aurait dit qu'il répandait de l'azur autour de lui. Moi, j'ai rencontré Yuri, tout simplement, un peu par hasard. C'était dans un bus, un petit bus vert. C'était en 1960. Notre destination nous était inconnue. Sur les 3500 jeunes pilotes de chasse qui avaient été pressentis comme candidats pour le premier détachement de cosmonautes, nous n'étions alors plus que 20. 20 qui ignorent ce qui les attend. 20 jeunes hommes qui savent que le premier Russe qui partira pour l'espace est probablement parmi eux. Mais lequel? Et quand? Le premier Spoutnik a été lancé il y a tout juste 2 ans, et depuis, seules 2 autres capsules ont été mises en orbite par l'Union soviétique. Dans l'une de ces capsules, la chienne Laika, premier être vivant à être envoyé dans l'espace, mais pas à en revenir. Les scientifiques russes n'auraient d'ailleurs pas su comment la ramener sur Terre. Alors, de là à envoyer un homme dans l'espace. On s'interrogeait beaucoup. Et il y avait des tas d'histoires qui circulaient sur Korolev. En fait, on ne l'avait jamais vu avant la rencontre à l'Académie de médecine aéronautique. C'était peut-être au début de septembre ou à la fin d'août 1960. On a tous été convoqués, tous les futurs cosmonautes. Et forcément, on était tous un peu tendus. Nous nous étions imaginés qu'allait entrer un géant, quelqu'un de 2 mètres, un type imposant. Et d'un coup, les portes se sont ouvertes et est entré un homme de taille moyenne, avec une grande tête et un front large, avec des yeux énergiques, un peu plissés. Quand il est entré dans la classe, il nous a regardés, a souri et a dit « Asseyez-vous, les petits aigles ». Et il a commencé à parler avec chacun
à tour de rôle. Il a dit, vous croyez que le constructeur principal est juste venu pour vous faire la causette et que vous n'irez dans l'espace que dans 2 ou 3 ou même 5 ans? Je vous le promets aujourd'hui, et on était en 1960, un d'entre vous ira dans l'espace avant 1 an. Les aspirants cosmonautes sont soumis à un entraînement impitoyable et à une discipline de fer sous l'œil intransigeant de Sergueï Korolev. Jusqu'au bout, pourtant, Korolev entretient le suspense. Le nom de l'élu ne sera dévoilé aux apprentis cosmonautes que le 8 avril 1961, soit 4 jours avant son départ. Такое решение нужно было принять, и командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича. Examinons un autre aspect des choses. Gagarine était russe, Titov était russe, Nikolaïev était tchovatch, moi je suis ukrainien, Bykovski, difficile à dire s'il était russe ou non. Bref, il n'y avait que Gagarine et Titov qui soient russes d'origine. Pourquoi Gagarine et pas Titov, qui au vu de ses résultats semble tout aussi qualifié? Parce que son prénom est German, jugé trop germanique par le Kremlin. Gagarine lui colle parfaitement à l'image que la Russie veut donner d'elle-même. Il est slave, incontestablement, et quel parcours! Né et élevé dans un kolkhoz, ouvrier fondeur, survivant de l'invasion nazie, membre du parti, aucun parent suspect de quelconque sympathie trotskiste ou titiste, formé au pilotage dans un aéroclub du Komsomol. Mais ce qui a aussi pesé dans le choix de Gagarine, c'est l'appui de Sergueï Korolev. Gagarine partage avec Korolev l'obsession du voyage vers la Lune. Korolev apprécie la fraîcheur du jeune homme, son bon sens, son intelligence intuitive. Tous ses camarades semblent aussi l'apprécier, et celui qui fera le voyage sera appelé à son retour à encadrer, à former les futurs cosmonautes. Il ne disait pas Korolev, mais répétait toujours « notre supérieur qui est un père pour nous ». C'est la seule chose qu'il disait à son propos, que leur supérieur était leur propre père. Sergueï Pavlovitch avait de bonnes relations avec tout le monde, mais tous les cosmonautes soulignent que Gagarine avait des rapports particuliers avec Korolev, une plus grande proximité. Il arrive qu'il y ait un déclic entre des gens, une sorte d'attirance magnétique. Il y avait quelque chose comme ça entre eux, et je pense que c'était lié au caractère de Gagarine. В 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. À son retour, Gagarine connaît la gloire, instantanément. 1,5 million de moscovites sortent dans la rue pour l'accueillir. Le camarade Khrouchtchev l'embrasse devant les caméras. D'un bout à l'autre de cette planète qu'il est le premier à avoir observé de l'espace, son nom est sur toutes les lèvres. Il reçoit la médaille des héros de l'Union soviétique et le grade de major. Comme l'ont dit certains journalistes, je ne sais plus dans quel contexte, mais ça a été dit, l'orbite de notre planète en a bougé de 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Je ne sais pas. Mais cette métaphore montre bien que ce premier vol a bouleversé le monde entier, surtout du fait qu'un pays qui avait été ravagé par la guerre ait pu accomplir en si peu de temps un pas en avant si important.
Youri Gagarin sillonne désormais la planète. Partout, il remercie avec ardeur cette patrie soviétique qui lui a tracé, comme à l'ensemble du peuple russe, une voie large et directe dans la vie. Verbiage de propagande? Pas nécessairement. Les temps sont à l'optimisme. Et puis le monde bouge. Guerre de libération en Algérie, au Vietnam. Émergence de nouveaux États frères de l'URSS en Afrique, en Asie et surtout à Cuba. L'histoire est en marche et Gagarin est convaincu d'être du côté des vainqueurs. Communiste sincère, il entre dans la peau de son personnage public avec une étonnante facilité. Il écume les capitales, prend des bains de foule, donne des interviews. En un an, il prend 5 kilos à force de petits fours et de cocktails mondains. Mais qu'importe, il accomplit une mission importante et il y prend goût. Mais la médaille a un revers. Il est désormais trop précieux pour qu'on le laisse repartir dans l'espace ou même piloter un simple avion. Gagarin ne le sait pas encore, tout entier absorbé par sa célébrité nouvelle, mais son destin d'homme volant est accompli. Ils ont décidé de protéger leur premier cosmonaute. Comme on dit, l'aviation est aussi cruelle que la guerre. C'est pour cela qu'ils lui ont interdit de voler, pour préserver sa vie. Bien évidemment, c'était très pénible pour lui. Il en souffrait beaucoup. En 1965, il obtient de haute lutte d'être à nouveau inscrit aux effectifs des cosmonautes actifs. 2 ans plus tard, il fait partie de l'équipage de secours de Soyouz 1, une place honorifique sur le banc de touche. Le vol est une catastrophe. Désorbité dès son décollage, Soyouz 1 s'écrase en Sibérie lors de sa rentrée dans l'atmosphère. À son bord, Vladimir Mikhailovich Komarov, un des 20 cosmonautes de la promotion Gagarine. Le premier mort de l'espace et pour Youri, un ami très proche. Образ Владимира Михайловича близок и дорог нам, космонавтам. Мы ценим его как человека нового общества, пламенного патриота, офицера-коммуниста, воспитанного Ленинской партией, замечательного товарища и верного боевого друга. Мы всегда будем помнить о тебе, дорогой наш Володя, и достойно продолжать дело, которому ты отдал свою яркую, прекрасную жизнь. C'en est fait de ses espoirs de vols spatiaux. Léonid Brejnev, qui dirige désormais l'Union soviétique, ne prendra jamais le risque de laisser repartir Gagarine dans l'espace. Sans doute est-ce pour cela aussi que cette même année, le Kremlin l'autorise à se requalifier comme pilote de chasse. Un lot de consolation, en quelque sorte. En 1968, en février, on a proposé à Youri Gagarin le poste de chef du centre de préparation des cosmonautes. Youri Gagarin l'a pris très au sérieux et a demandé que sa désignation à ce poste soit repoussée. Il voulait d'abord que soit confirmée sa qualité de pilote. Évidemment, il s'en inquiétait beaucoup. Il insistait, il pensait qu'il était impossible pour lui de diriger le centre de préparation au vol, alors que lui-même ne pouvait pas piloter d'avion. Il disait, « D'accord, si aller dans l'espace m'est interdit, autorisez-moi au moins à piloter des avions. » Et on lui a autorisé les vols, mais sur les avions perçus comme les moins dangereux, les MiG-15 et les MiG-17. C'étaient les machines qui avaient connu le moins d'accidents, voire aucun. Les machines les moins dangereuses. On l'a autorisé et voyez ce qui s'est passé. Youri Gagarin reprend donc sa formation là où il l'a abandonnée. Et en novembre 1967, il interrompt à nouveau ses vols d'entraînement pour préparer son diplôme d'ingénieur aéronautique. Comme tous les cosmonautes, il suit les cours de l'Académie Youkovsky à Moscou pour devenir ingénieur. C'est Sergei Pavlovitch Korolev qui leur impose cette formation. Un jour, l'un d'eux lui succédera à la tête du programme spatial. Ils étaient des aventuriers de l'espace. Il leur faut devenir de véritables scientifiques. Avec ses camarades, Gagarin étudie donc la physique, l'astrophysique, la mécanique des fluides, l'aérodynamique. Pour obtenir leur diplôme, ils doivent concevoir le prototype d'un avion spatial réutilisable, une navette spatiale avant la lettre. Pendant nos études à l'académie, on était souvent assis à la même table. Je sais qu'il avait un grand sens de responsabilité à l'égard des études. Il prenait toujours des notes avec une grande assiduité, ce qui facilitait la révision. Bien sûr, il ne pouvait pas assister à l'ensemble des cours, mais pour lui, l'absence aux cours ne devait pas justifier de mauvais résultats.
Et donc, il passait des nuits blanches à réviser. Il récupérait les notes des autres, les recopiait. Et il avait de bonnes notes à tous les examens. Il a même obtenu le diplôme avec mention. Gagarine soutient son mémoire le 17 février 1968. À sa remise de diplôme, tous les cosmonautes sont présents avec les principaux ingénieurs de la Cité des Étoiles, tous sauf un, Sergei Korolev. Le vieux est mort quelques mois auparavant de complications médicales à la suite d'une opération bénigne. Complications, un pudique euphémisme. Korolev aurait pu être sauvé si on l'avait raccordé à un respirateur artificiel sur la table d'opération. Mais c'était impossible. Sa mâchoire, brisée en 1938 par l'inertie de la police politique de Staline, refusait de laisser passer le tube salvateur. L'histoire a parfois des facéties macabres. Le vieux savant repose désormais dans les murs du Kremlin, offerts à l'adoration populaire. La mort de Korolev a été un coup très dur, très pénible pour nous. Je pense, c'est mon opinion, que si Korolev, tout comme Gagarine, n'était pas mort, l'exploration du cosmos par les soviétiques aurait pu se développer autrement. Nous aurions pu avancer de manière plus rapide, plus dynamique, et ne pas céder le premier vol sur la Lune. Il aurait pu être accompli par les nôtres. Le colonel Gagarine reprend ses vols d'entraînement le 13 mars 1968 et accomplit en 11 jours 18 missions de perfectionnement, soit 7 heures de vol, aux commandes d'un MiG-15 biplace avec son instructeur à bord. Le 28 mars, c'est son dernier vol accompagné qui est programmé. Ensuite, il pourra à nouveau voler seul aux commandes. Durant tout le mois de mars, il avait effectué des vols avec l'instructeur sur un MiG-15. À la fin de sa préparation, pour obtenir sa qualification de pilote, il avait été décidé qu'il effectuerait son dernier vol de contrôle, le 28 mars. Le contrôle devait être validé par Vladimir Seriogine, un pilote d'essai. Vladimir Seriogine avait notamment été pilote d'essai du MiG-15. Vladimir Seriogine, une légende vivante de l'aviation russe. 4000 heures de vol, 140 missions de bombardement au-dessus de l'Allemagne nazie. De quoi impressionner même les plus blasés d'entre les cosmonautes. Gagarine est entre de bonnes mains, probablement les meilleures. Le matin fatidique, Gagarine quitte son appartement de la Cité des Étoiles vers 8 heures. Tous les cosmonautes vivent ici, en quasi-autarcie dans cette cité, qui tient à la fois du centre de recherche, du camp d'entraînement et de la banlieue cossue. Devant l'ascenseur, ce jour-là, Gagarine croise la femme de son voisin de palier, le cosmonaute Boris Volinov. En descendant ensemble, ils ont papoté et blagué un peu, comme de bons voisins. Il lui a dit en blaguant « Ta mère t'accompagne encore ? Il est temps de grandir. » Et elle a dû lui répondre quelque chose du même genre. Mais après avoir fait quelques pas, il a dit « Tu sais, je vais devoir retourner chez moi, j'ai oublié mon laissez-passer. » Elle lui a dit « Yuri, tu crois qu'il ne te laisserait pas rentrer ?» Il a répondu « Le règlement, il est le même pour tout le monde. » Voilà comment était Gagarine. Et il est remonté chez lui. On dit chez nous qu'il ne faut pas revenir chez soi quand on a oublié quelque chose, ça porte malheur. Mais en même temps, on n'y croit pas vraiment. Gagarine monte donc le dernier dans le bus qui emmène les pilotes cosmonautes à la base de Tchkalov. Lorsque le bus démarre, il lance au chauffeur son « Païrele ». C'est parti. Comme lors de son décollage à bord de Vostok 1. Tout le monde rit du bon mot. À 8h45, un médecin militaire procède à l'examen médical de l'élève pilote Gagarine, comme l'exige la procédure en vigueur dans l'armée de l'air soviétique. En entrant dans la pièce où doit se dérouler l'examen, Gagarine demande Goguenard « Comment va le docteur ?» et fait semblant de le sculpter. Le praticien note dans son rapport 64 pulsations minutes et un rythme respiratoire de 10 par minute,
des relevés quasi constants chez le cosmonaute, les mêmes que le 12 avril 1961 sur la base de lancement de Baïkonour. À 10h19, Gagarine prend l'air. Il se dirige vers la zone de vol qui en principe lui a été réservée. Gagarine a effectué les figures prévues. Virage à droite, virage à gauche, virage à gauche à 30 degrés, virage à gauche à 45 degrés. Un piqué, une montagne, un piqué, une montagne. L'instructeur a jugé que tout allait bien et qu'il pouvait retourner à la base. Il est 10h30 lorsque Gagarine obtient l'autorisation de rentrer à la base. À 10h31, l'avion percute le sol à la vitesse de 684 km/h, creusant une tranchée de plus de 2 mètres de profondeur. On retrouve rapidement le journal de bord. Un peu plus loin, on retrouve aussi une photo maculée de sang. Elle représente Sergueï Pavlovitch Korolev, le père spirituel de Youri Gagarin. Un vol de routine, des conditions météo normales, un instructeur éprouvé, un appareil réputé comme étant l'un des plus sûrs de l'armée rouge, l'accident qui a coûté la vie à Youri Gagarin ce matin de mars 1968 est une énigme. Une commission d'experts est constituée. Les rapports s'empilent, 29 volumes au total, mais pas de conclusion. Le crash du MiG-15 reste inexpliqué. La version officielle a été que l'avion avait peut-être dû effectuer une manœuvre soudaine pour éviter la collision avec des oiseaux ou avec un aérostat. Du coup, l'appareil aurait été déséquilibré et se serait écrasé, entraînant la mort de l'équipage. Voilà, la formulation était très floue. Du coup, la rumeur s'emballe. On murmure que Gagarine était sous aux commandes de son MiG. Mais les analyses sont formelles, Youri Gagarin n'avait pas bu ce matin-là. Il ne buvait pas en dehors des occasions festives. Il se serait suicidé alors, parce qu'il n'aurait pas été le premier cosmonaute. Le vrai pionnier du cosmos serait retombé en Chine, où il aurait été emprisonné. Gagarin n'aurait été envoyé dans l'espace que 2 jours plus tard. Une rumeur persistante depuis qu'en 1961, des radios amateurs ont affirmé avoir capté des messages de l'espace avant le vol de Vostok 1. Mais ce vol supposé d'un autre premier cosmonaute n'a jamais eu lieu. L'Union soviétique n'avait pas à l'époque les moyens techniques de lancer 2 fusées Semyorka à 2 jours d'intervalle. Mais rien, désormais, ne saurait arrêter la rumeur. Oui, c'est vrai. Après ça, les ragots ont commencé à circuler. Comme quoi Gagarine aurait été interné dans un hôpital psychiatrique. Quelqu'un a entendu un bruit, l'a raconté aux autres en le déformant, bien sûr, à sa manière. Et au final, vous avez toutes les versions imaginables. Gagarine ne serait donc pas mort. Il aurait été interné dans un établissement psychiatrique après avoir jeté une coupe de champagne au visage du camarade Leonid Brejnev lors d'une réception au Kremlin. Non, je pense qu'il avait des relations normales avec les autorités. En tout cas, tout le monde l'aimait beaucoup. Alors quand des rumeurs disent qu'il y avait un contrat sur lui, les rumeurs, ce ne sont que des rumeurs. Brejnev lui-même l'adorait, pas seulement Korolev. Tout le monde l'adorait. De fait, cette rumeur de disgrâce, c'est un malade mental qui la propage, un mythomane qui téléphone aux autres cosmonautes en se faisant passer pour Gagarine 4 ans après sa mort. On parlera d'assassinat organisé au choix par le KGB ou la CIA, selon les versions. On affirmera même que le MiG-15 de Gagarine a percuté un ovni que le Kremlin a reconstitué en secret quelque part en Sibérie. Des versions différentes et souvent totalement absurdes sur le sort de Gagarine sont apparues. Vous avez peut-être entendu parler de Vanga, une extralucide bulgare, qui a affirmé que Gagarine n'était pas mort, mais avait été enlevé par des extraterrestres et qu'il vivait confortablement aujourd'hui encore sur une autre planète. Il faudra attendre 1985 et la glasnost de Mikhail Gorbatchev pour que soient enfin rendus accessibles les travaux de la commission d'enquête.
C'est Alexei Leonov, cosmonaute et ancien camarade de Gagarine, qui s'attachera à exhumer la réalité des faits. Ce que révèle Leonov, c'est que les contrôleurs du ciel de l'armée de l'air ont ce matin-là laissé décoller 4 autres appareils militaires qui évoluent dans la même zone que Gagarine et qu'un de ces avions a manqué de percuter le vieux MiG-15 de Gagarine. Oui, effectivement, il y a eu un avion. Oui, il volait dans cette zone. C'était un Sukhoi 15. J'ai rencontré 3 paysans qui ont témoigné lors de l'enquête. Nous leur avons présenté 10 modèles d'avions à l'échelle, séparément. Tous ont indiqué que c'était le Sukhoi 15. Cet avion a une configuration particulière, avec 2 réacteurs et une prise d'air. Comme ça, d'une forme intéressante. Ils n'ont pas pu confondre. Le Sukhoi 15, un prototype d'avion intercepteur testé à l'époque par les pilotes d'essai de l'armée de l'air soviétique. Un monstre ailé 3 fois plus gros que le MiG-15 de Gagarine et 2 fois plus rapide. Ensuite, nous avons regardé les données enregistrées par l'altimètre de cet avion. Il est clair que cet appareil est descendu en dessous des nuages. Il s'est conduit comme un voyou. Il est venu voir ce qu'il y avait au sol. Puis il a activé la post-combustion et a regagné son altitude initiale. Et du coup, il est passé à côté de l'avion de Gagarine, à 5-10 mètres, à une vitesse quasi égale à la vitesse du son. Du coup, l'accident s'explique. Le MiG-15 du cosmonaute aurait été déstabilisé par la traînée des réacteurs de ce Sukhoi 15 qui, dans la couche nuageuse, ne s'en serait même pas rendu compte. Conséquence, pour cet avion d'un modèle déjà ancien, la chute est la mise en vrille. En soi, rien de dramatique, surtout si, comme l'ont probablement cru Gagarine et Seriogin, on dispose d'un bon kilomètre pour redresser avant de toucher le sol. Sauf que, sur ce type d'appareil, les instruments ne sont pas toujours fiables. L'altimètre en particulier, qui réagit avec quelques secondes de retard en cas de chute de l'appareil. Une défaillance d'autant plus grave que ce jour-là, le radar d'altitude de la tour de contrôle est en panne. Lorsque Gagarine percute le sol, il a quasiment redressé l'avion. Il ne lui aura manqué que 2 secondes. Leonov, qui entraîne ce jour-là les cosmonautes au saut en parachute à quelques kilomètres de l'accident, se souvient avoir nettement entendu 2 détonations. L'explosion de l'appareil de Gagarine et la déflagration d'un autre avion passant le mur du son un instant plus tard. Un souvenir qu'il a consigné par écrit dans les rapports de la commission d'enquête. Près de 20 ans après, j'ai sorti ce document et je ne l'ai pas reconnu. Je connais mon écriture. Mon rapport a été réécrit. Le point essentiel a été corrigé. Si là, entre 2 détonations, j'avais indiqué 1,5 à 2 secondes, sur le graphique corrigé est indiqué un intervalle de 15 à 20 secondes. Ce qui veut dire que les avions se seraient trouvés à 70 km l'un de l'autre. La rencontre aurait donc été impossible. Je vous le demande, qui a pu faire ces corrections? Des personnes qui souhaitaient qu'il n'y ait pas de vague, donc pas de coupable. Une suite de défaillances à peine croyables, et 17 ans durant, l'omerta des maîtres du Kremlin. Youri Gagarine, qui incarnait ce que le système soviétique avait pu produire de meilleur, aura finalement été victime des insuffisances de ce système. En URSS, aimaient à plaisanter les Russes de l'époque. Les avions ne peuvent pas tomber, ce serait contre-révolutionnaire.
Vous savez, il y a un poème formidable de Félix Tcheuf, Les cercueils. Il dit « Partout et toujours en Russie sont désordre et négligence qui nous ont tués tant de fois. Et sans doute a-t-il raison. C'est parce que ce vol a été organisé avec un tel mépris des normes et des règles de sécurité que cette tragédie s'est produite. » Gagarine mort, le programme spatial soviétique s'essouffle, laissant aux États-Unis les coups des franges sur la voie de l'hégémonie spatiale. Le 21 juillet 1969, c'est une voix américaine qui annonce au monde « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». Youri Gagarin n'aura pas connu l'aboutissement de son rêve. Il n'aura rien su non plus de l'entrée des chars de l'Armée rouge à Prague, quelques mois après sa mort. Les temps changeaient, et sans doute n'y avait-il plus sa place. Reste le sourire de Gagarine, figé sur ces photos aux couleurs passées, qui trônent encore souvent sur le buffet des familles russes, entre les icônes des saints. Un destin étonnant pour un homme qui affirmait « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré ».